Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 36. Des événements déroutants. Vers d'autres dimensions. Le domaine de l'après-vie permettrait de s'orienter vers des dimensions d'activité totalement différentes. Notre focalisation dans la vie quotidienne physique ne nous permettrait pas de prendre en considération les événements particulièrement déroutants qui sont établis au cours de nos rêves. Aussi notre réflexe est-il de les considérer comme hallucinatoires. Il semblerait, pourtant, que les rêves soient un moyen supplémentaire d'agir sur les limites de la conscience. Dans le monde du rêve, les conditions de fonctionnement de la conscience ne sont plus focalisées sur les réalités du physique. Il existerait un délai entre la conception d'une idée et sa construction, dans la vie physique. Dans le spirituel, il n'y aurait pas de délai entre la conception et la réalisation. La créativité serait immédiate. Il y aurait différents plans d'activités et une multidimensionnalité d'intervention de la conscience. L'après-vie physique contiendrait les mêmes ingrédients de plénitude que ceux contenus dans la vie physique. Cependant, les idées préconçues concernant les différentes cultures et leurs diverses positions à l'égard de l'après-vie sont souvent des freins empêchant d'accéder à une plénitude post-mortem. Une conception trop intransigeante des dogmes établis ne permettrait pas une suffisante compréhension de la conscience pouvant se situer dans une autre de ces dimensions. Il conviendrait, au contraire, d'être beaucoup plus perméable spirituellement, afin d'être plus ouvert à des idées nouvelles et sans doute incompréhensibles pour la majorité des humains. L'entrée dans l'univers spirituel, au moment de ce que nous définissons être la mort, ne peut être efficient qu'à partir de l'instant où nous en acceptons sa réalité. Les conceptions d'irrationalité du physique seraient répercutées dans le spirituel. Autrement dit, le spirituel constituerait une continuité du physique. La progression de la conscience ne pourrait résulter que de l'acceptation et de la compréhension des dimensions exponentielles du spirituel. Les environnements que nous aurions à rencontrer dans l'au-delà seraient déjà présents ici, dans le physique. Des méthodes internes de perception fonctionneraient déjà, qui permettraient de se familiariser avec les conditions de vie de l'après-vie.
Pour comprendre ces différences d'état, il suffit de se remémorer son enfance pour se rendre compte qu'elle était une période préparatoire à la vie d'adulte. Les successions de vie seraient des périodes transitoires comparables à celles de l'enfance. Il conviendrait de considérer que les expériences différenciées de sexualité suivent aussi une logique. La conscience individuelle se valoriserait à partir des diverses expérimentations. De la même façon que les objets physiques de notre univers tridimensionnel ne sont ni permanents ni figés, notre conscience ne le serait pas non plus. Pourtant, il semblerait que la combinaison de pensées, d'émotions et de désirs puisse définir des formes, constituées d'énergie. Certaines perceptions, très aléatoires et réalisées en certains lieux, sous certaines conditions particulièrement propices, seraient des apparitions que nous appelons fantômes. Il s'agirait de constructions physiques qu'il conviendrait d'appeler secondaires. Des entités, perturbées par leur nouvel état et ne l'acceptant pas pourraient se trouver ainsi en situation de déshérence. Notre incompréhension de telles réalités résulterait de notre impossibilité à concevoir la conception de la conscience, indépendante du physique. Il nous est particulièrement difficile d'imaginer les ramifications qui peuvent exister entre le physique et le spirituel. Toutefois, certaines cultures sont plus aptes que d'autres à prendre en considération les manifestations autonomes de la conscience. Dès la prise en considération des changements d'état, du physique vers le spirituel, se poserait la problématique de la continuité de l'action expérimentale. Les variétés d'expériences apparaîtraient de façons exponentielles. 3 zones s'appliqueraient d'abord, en guise de choix. La première possibilité consisterait en la reprise d'une activité physique, c'est-à-dire une métempsychose, qui serait la reconduction dans une vie carnée, soit un retour dans le physique. La seconde consisterait à continuer à utiliser les ingrédients de la dernière vie, comme matériel ou matériaux, servant de base à une nouvelle expérimentation. Elle permettrait d'établir des variations sur les événements déjà connus. La troisième possibilité consisterait à supprimer toute possibilité de retour dans le physique. Une vie organisée autour du passé, du présent et du futur, à partir de cette apparente logique, conduirait à la métempsychose. Une vie, principalement intuitive, qui s'organiserait à partir des processus associatifs, conduirait à adopter un système de probabilité sans le concours à la métempsychose. Cette probabilité ne serait accessible qu'aux entités ayant déjà pu accomplir la totalité de leur développement par différentes métempsychoses. La possibilité d'une totale suppression au recours à la métempsychose ne serait accessible qu'aux entités procédant à la prise en considération d'une identité supérieure. Le choix ne serait possible qu'après la période d'auto-examen qui permettrait l'accès à tout l'historique du savoir de la conscience. Chaque personnalité posséderait son libre arbitre et sa propre cadence de progression. Des périodes de repos seraient établies entre chaque métempsychose. Dans notre mesure de temps, ces périodes n'excéderaient pas quelques siècles. Des cycles s'établiraient avec des possibilités de métempsychose collective. La réalité des vies successives existerait en simultanéité avec la vie présente. Les distances ne seraient que psychologiques et non traductibles en termes de distance dans le temps physique, qui serait, lui, tout à fait illusoire. Il y aurait de très grandes divergences de personnalité dans les différents cycles de métempsychose. Il existerait une interaction permanente des états précédents sur notre présent. Cependant, il semblerait que l'interaction puisse se réaliser dans les deux sens. Pourtant, dans notre conception linéaire de l'existence physique, ce concept ne nous est pas compréhensible, ni admissible. La notion d'échiquier pourrait permettre d'expliquer cette réalité. Sur un échiquier, chaque pièce a une valeur prédéfinie. Or, il suffit qu'une seule pièce soit déplacée pour que l'ensemble des valeurs de l'échiquier soit transformé. Non seulement chaque pièce change de valeur, mais la pièce déplacée change elle-même de valeur. Ce qui veut dire que chaque changement de valeur d'une pièce change les valeurs précédentes de l'échiquier. Si nous poussons notre examen plus en profondeur, à chaque changement de valeur du présent correspond un changement de valeur du passé, mais aussi et surtout à celui de l'avenir.
C'est de cette façon que s'établit le champ des probabilités. Notre conscience, au fur et à mesure de nos changements, établit de nouvelles bases qui se répercutent sur le présent, sur le passé, mais aussi sur l'avenir. De la même façon que tout changement de valeur d'une pièce de l'échiquier a des répercussions sur son présent, son passé et son futur, notre conscience apparaîtrait tout aussi malléable. Le champ des probabilités, qui serait une conséquence et une fin des périodes de métempsychose, permettrait d'accéder à d'autres valeurs de la conscience. Les probabilités seraient indépendantes, mais comparables aux divers pouvoirs de la personnalité multidimensionnelle. Il s'agirait d'une expérience psychologique complètement différente pour ce qui concerne les événements, accompagnée d'une absence de la structure temporelle. Cette nouvelle réalité permettrait aux capacités intellectuelles et intuitives de fonctionner en liaison avec la conscience. Les structures de la personnalité seraient une orientation multiforme de la conscience. Le système de probabilité serait aussi complexe que celui de la métempsychose, et ce, malgré la simultanéité possible des deux ensembles. Il ne s'agirait nullement de zones de confusion, bien au contraire, puisqu'elles autoriseraient l'accès à des champs de défis et d'illumination. Du statut de forme-pensée, nous passerions à celui de pensée-forme, nous vivrions de l'intérieur vers l'extérieur. Quels que soient les choix établis, une planification serait organisée et ferait partie intégrante du développement par l'expérience, pendant toutes les périodes de repos. Chaque réalité individuelle serait unique, mais avec des configurations collectives. Pour ce qui en serait des notions de bien et de mal, il s'agirait là de concepts purement liés au monde physique. Par contre, ne voir que le bien en ignorant le mal, permettrait un plein épanouissement de la personnalité par une spontanéité bénéfique. Cette orientation permettrait une meilleure compréhension de la réalité. Les développements de la conscience seraient des zones normales de toute identité. Certains schémas, pris en considération, changeraient les structures de l'existence en accélérant la croissance psychique et spirituelle. Il y aurait une logique à chaque attitude, notamment dans les rapports avec les autres personnes, afin de rétablir l'ordre des expériences. Certaines relations peuvent perdurer de métempsychose en métempsychose. Les différents passages, dans l'univers physique, pourraient être des passages obligés pour certaines personnalités, pendant que d'autres pourraient rayonner dans d'autres systèmes de réalité. Les vrais jumeaux, par exemple, obtiendraient des relations psychiques particulièrement fortes et persistantes. Les circonstances et les défis seraient choisis avant toute nouvelle métempsychose. Les règles seraient adaptées à chaque personnalité individuelle, selon ses convenances. L'expérience onirique permettrait un afflux des connaissances qui entraînerait une réaction compensatoire. L'étude du rêve se situerait à l'origine, dans la construction psychologique pour un fonctionnement psychique inconscient. L'espace onirique serait une nécessité épistémologique, qui permettrait de cerner et d'isoler l'inconscient pour en découvrir les propriétés. L'épistémologie serait une partie de la philosophie, qui aurait pour objet l'étude critique des postulats, principes non démontrés, utilisés dans la construction d'une théorie mathématique. Elle serait seule compétente pour décider si les cadres de référence du vrai correspondent aux cadres de référence du réel. Un équilibre particulièrement souhaitable devrait se réaliser, individuellement et collectivement, d'une manière créatrice. Une mémoire génétique d'événements psychiques du passé serait transposée dans le souvenir génétique des cellules composant l'organisme. Chaque métempsychose imposerait la configuration génétique des formes physiques précédentes. Un souvenir permanent constituerait l'héritage psychique propre à chaque identité. Une conscience propre à la matière existerait dans tous les constituants du physique. Les atomes qui composent un fœtus, dans le ventre de sa mère, auraient leur propre niveau de conscience. Cette conscience existerait en constituant physique de la matière et la formerait selon ses facultés intrinsèques. Le fœtus aurait ainsi sa propre conscience, inhérente aux composants constitués par les atomes qui le composent. Elle existerait déjà avant qu'une personnalité n'en prenne possession et se l'accapare. La personnalité, qui se métempsychose, intégrerait un fœtus en raison de ses propres inclinations, de ses caractéristiques et de ses objectifs.
Aussi, rien n'obligerait la nouvelle identité à endosser la conscience en préparation, mais plutôt à l'utiliser comme référence. Il serait possible de comparer cet événement à la carte mère d'un ordinateur dont le programme spécifique à cette carte va permettre, d'abord à un important programme de base, normalement appelé « système d'exploitation », d'y être installé, puis ensuite de tous les programmes appropriés, nécessaires aux fonctions utilitaires du bon fonctionnement de cet ordinateur. Le processus serait graduel et déterminé par les précédentes métempsychoses et les caractéristiques affectives qui y seraient liées. La prise de possession du fœtus par la nouvelle identité se ferait de façon très aléatoire sans prédisposition particulière, soit à la conception initiale, soit en cours de construction, soit au moment de la naissance. La naissance, dans tous les cas, reste un choc psychologique d'une bien plus grande ampleur que celle de la cessation de vie d'un organisme physique en fin de parcours. La focalisation complète avec le nouveau corps physique peut ne se réaliser qu'au bout d'un certain temps, après la naissance. La nouvelle conscience correspondrait à l'élaboration prédisposée. Il serait possible de comparer la nécessité d'existence physique, par la nécessaire réalisation des solutions théoriques devant impérativement être mises en pratique. Cependant, différents champs de réalité et d'existence seraient accessibles en dehors de l'univers physique. Il y aurait des possibilités de choix qui se proposeraient en fonction de chaque conscience. Chaque conscience aurait sa propre échelle de valeurs et d'impératifs, où l'espace et le temps, considérés comme immuables dans le physique, n'auraient aucune incidence. Il y aurait de nombreux systèmes de réalité probables, dans lesquels les données physiques prédomineraient. Toutefois, elles ne constitueraient qu'une partie de l'ensemble. La personnalité, l'identité et la conscience existeraient dans des systèmes non physiques. Les infinies probabilités se situeraient dans d'autres trames de réalité multidimensionnelles. Chaque entité, obligatoirement multidimensionnelle, serait située au centre de possibilités infinies. Chacune serait une variété d'existences probables. Une ouverture multidimensionnelle de la conscience serait accessible. À l'instar des atomes et des molécules, leur activité ne nous serait perceptible que dans une zone de rythme vibratoire particulier. Il se pourrait que la conscience particulière ou collective puisse migrer vers d'autres contrées de notre univers physique. L'évolution mènerait vers d'autres systèmes mentaux. De nombreuses civilisations précédentes, dotées de formes de pensée plus avancées que la nôtre, se seraient succédées sur notre planète. Parmi elles, il y en aurait eu qui profitaient de leur technologie pour vivre dans des zones souterraines. Elles se seraient développées malgré la présence de cultures plus primitives. Certaines d'entre elles seraient encore attentives à notre devenir. Certaines autres se seraient répandues depuis, dans d'autres zones de l'univers. D'autres encore auraient acquis des avancées technologiques, leur assurant une progression plus rapide dans leur système de pensée. Parmi toutes ces sociétés, certaines autres auraient délégué quelques-uns de leurs membres pour vivre avec les indigènes afin d'y faire évoluer la physiologie de ces tribus. Pour une conscience du temps. Quel serait donc l'élément qui nous empêcherait d'être présents à un instant précis ? La motricité du temps serait-elle le résultat de la dynamique de l'univers, que nous considérons être en expansion ? Est-ce que c'est notre présence qui donne l'illusion d'un temps en évolution ? Lorsque nous circulons et que nous regardons sur le côté, nous avons l'impression que c'est le paysage qui défile, pendant que nous pensons être immobiles. Bien évidemment, c'est parce que nous nous déplaçons que nous avons l'impression que le paysage est en mouvement. De la même manière qu'étant tranquillement installés, nous n'avons pas le sentiment de nous déplacer à la très grande vitesse de la Terre qui gravite autour du Soleil. Or, le temps serait stationnaire et statique. La matérialité du temps ne serait donnée qu'à l'instant du déplacement. Tous les événements seraient en place sans qu'ils ne soient encore temporalisés. Ils seraient comparables à l'espace. Pendant que nous nous situons à un endroit, tous les autres endroits existent. Simplement, en raison de notre présence à un endroit nous empêche de figurer à un autre endroit et de prendre conscience de sa réalité. De la même façon, tous les événements que nous allons connaître à l'avenir existeraient déjà.
Et également, les événements qui se sont passés sont encore situés à leur endroit, seulement nous n'y figurons plus. À de la linéarité du temps, est-il possible d'engendrer le juxtaposé à du successif? Autrement dit, comment à la succession des événements, est-il possible que le temps soit physique, objectif, ou intrinsèquement lié à notre seul rapport au temps que nous imaginons, ou bien encore est-il totalement indépendant de notre présence? Pour résumer, est-ce que c'est notre conscience qui formate et temporalise notre rapport au physique ou est-ce autre chose? À ce niveau de considération, l'instant présent n'aurait aucune durée, comparativement à la linéarité du temps. La considération logique consiste à établir une connexion au temps par un observateur à un moment précis. C'est seulement la présence d'un observateur qui peut déterminer le présent d'un instant. Il y a une dilatation d'un événement dans sa durée. La perception du temps résulte de la succession d'épisodes. Le présent disparaissant est confondu avec la trace qu'il laisse tout en préfigurant son prolongement. Il s'agirait d'une alliance entre le passé immédiat avec le futur immédiat qui s'établirait au niveau du présent perçu. Il s'agit donc bien du rassemblement d'une succession d'événements qui n'existeraient pas dans le temps physique. Deux instants se succédant ne peuvent pas exister ensemble. La conclusion consiste donc à considérer que la conscience serait capable d'inscrire ensemble des instants qui sont séparés. Deux épisodes distincts et successifs s'excluraient mutuellement de l'existence, en même temps qu'ils appartiendraient à une même et seule série. La flèche du temps devient ainsi illusoire. Comprendre le temps qui passe, c'est établir une corrélation de points. C'est donc la capacité intégrative de la conscience qui permet de coordonner le temps. La perception du temps comme passage impliquant à la fois le futur, le présent et le passé, nécessite une opération à double échelle de la conscience, dans l'exclusion du passé et du futur avec la seule prise en considération du présent, tout en devant appréhender ces trois éléments comme appartenant à une seule série. Les événements se succèdent en excluant les précédents. Sans ce type d'intégration, il n'est pas possible de comprendre notre rapport au temps. L'intervention de la conscience, intégrante, apparaît nécessaire à la compréhension du temps continu et homogène. Le temps dépendrait donc lui-même, de la conscience. Peut-il alors exister de façon autonome par rapport à la conscience? C'est le rapport au présent qui n'est en relation qu'avec notre présence. L'instant du présent ne peut se distinguer du passé et du futur que parce que nous le considérons comme tel. Il convient alors d'observer que le temps est en rapport avec l'instant qui a été, est, ou sera présent. Par quoi un instant présent, qui est insignifiant à l'échelle physique, devient-il prépondérant à notre égard, en raison de la présence de notre conscience? Le problème qui se pose pour nous est de savoir si le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour pouvoir être identifié, ou s'il s'identifie pour nous. Cependant, les instants chronologiques resteront toujours identiques dans le temps. Est-il, pour autant, possible de résumer les attributs temporels aux seules actions chronologiques? Du point de vue de l'expérience, l'idée que nous nous faisons du temps, par le présent, le passé et le futur, dès notre absence, se contredit. Ces trois éléments perdraient toutes leurs valeurs et donc leur réalité. La conception physique du temps, en dehors de notre conscience, ne comporterait pas cette détermination. Il ne s'agirait que de relations temporelles de succession des événements, sans référence chronologique au présent. La physique, par la théorie de la relativité, ne prend pas en considération une éventuelle réalité du présent. La physique prend en considération la succession des événements, sans accorder d'intérêt au présent qui ne représente aucune objectivité. La structuration mathématique du temps physique qui considère chaque instant comme équivalent fait une totale abstraction du présent. Il est à considérer que la conscience est indépendante de la physique. Le temps est le seul fait, dans l'univers, qui ne change pas. Il ne peut être modifié, dans le temps. L'univers évolue, mais les lois physiques restent figées, ce seraient seulement les conditions physiques qui évolueraient. De la matière à la conscience. Les implications particulières de la matière pourraient laisser penser à une possibilité d'interaction entre une conscience et les particules du domaine quantique.
Les interactions particulaires et l'activité au sein d'une particule donneraient une illusion de la masse dans la physique quantique. Cela concerne une illusion de la séparation macroscopique alors que tout est lié dans le domaine quantique. La composition de la matière pourrait alors être expliquée aussi bien scientifiquement que métaphysiquement. Cependant, les lois qui régissent le microcosme n'apparaissent pas aussi simples pour ce qui concerne celles qui régissent le macrocosme. La gravité apparaît prédominer dans l'univers physique alors qu'il semble inopérant dans l'univers quantique. En ce qui concerne le domaine ésotérique, de la gestion des pensées à l'organisation énergétique, de l'interaction sur la matière à l'inconscient collectif, n'est pas en accord avec les théories établies par les scientifiques. Pourtant les études sur l'unité de la matière démontrent des faits mesurables et reproductibles. L'intrication particulière qui établit une communication permanente hors du temps et de l'espace, à l'indéterminisme qui crée une indéfinition sans l'observation, la particule en mécanique quantique serait à la fois une onde et un corpuscule. Dans notre vision macroscopique, il nous apparaît que les corps sont séparés par de l'espace. Cet espace nous dissocie également entre chaque personne. Tout ce que chacun entreprend serait apparemment, sans conséquence pour le voisin. C'est ce que nous laisse croire notre univers macroscopique. Nous savons que tout corps considéré comme vivant est constitué par des cellules. Les cellules sont elles-mêmes des composés moléculaires. Les molécules sont des agrégats atomiques. Les atomes sont eux aussi des composés particulaires. Chaque cellule comporte un élément ADN chargé de transmettre des informations génétiques. Pourtant chaque cellule a une fonction particulière même si elle porte en elle les informations génétiques globales. Il s'agit bien d'un ensemble extrêmement complexe de micro-éléments. La particule aurait un fonctionnement analogue. Chaque particule posséderait une matrice unique, quelles que soient ses fonctions au sein de l'univers physique. L'étude des infimes structures de la matière semble le démontrer. Les nanostructures, que nous formons artificiellement, sont le résultat d'une manipulation des atomes. Malgré tout, nous ne pouvons que spéculer pour l'établissement de ponts réalisables entre les effets observés dans la physique quantique et les réalités de la matière à cause de notre méconnaissance sur les fonctions des particules. Toutes les théories élaborées apparaissent pourtant cohérentes. De la théorie holographique à celle des micro-univers censés se situer à l'intérieur de chaque particule, tout apparaît particulièrement déroutant. Le puzzle est bien loin d'être reconstitué pour une compréhension totale. La théorie holographique repose sur le fait que l'information appartiendrait à la totalité de l'univers physique où tout serait relié en tout point. L'holographie consiste en un enregistrement de phase et d'amplitude d'une onde diffractée, c'est-à-dire d'ondes de comportement spécifique, permettant l'enregistrement et la restitution d'objets à 3 dimensions. Cela signifie aussi que, tout est en tout, puisque tout se retrouve partout. Or, un hologramme est une projection. Il y aurait alors une projection de nous-mêmes ailleurs, cela voudrait aussi dire qu'il y aurait une autre réalité, quelque part, est-ce là, la réunion avec la conscience, individuelle, ou, et, collective. La théorie des micro-univers, au sein des particules, nous oriente vers des mondes parallèles. Il y aurait alors plusieurs réalités qui évolueraient en parallèle. Cette théorie inclurait aussi celle des cordes. Cette théorie accepterait l'existence d'univers parallèles aux nôtres. L'idée serait aussi d'accepter l'hypothèse que ces univers soient d'organisations différentes. Des connexions particulières, de certaines personnes, vers d'autres dimensions d'espace et de temps, pourraient permettre d'appréhender de possibles interactions avec des espaces différents et invisibles. Il se pourrait que chaque individualité soit reliée en permanence avec un inconscient, collectif. Une telle connexion pourrait permettre l'accès à des modèles d'information globalisés qui seraient regroupés sous la forme de vibrations énergétiques. Chaque unité serait ainsi reliée à un ensemble constitué du collectif global. Le potentiel inhérent à chaque particule se retrouverait inhérent à chaque constitution moléculaire unique ou plurielle. Un regard différent sur la vie permettrait un accès plus considérable vers la conscience. La vision individualiste n'a plus sa place dans un tel espace de compréhension.
La notion d'individualisme n'a plus sa raison d'être. Chaque unité aurait la capacité d'accéder à une unité intrinsèque globale. C'est la différence qu'il peut y avoir entre le savoir et la connaissance. Le savoir est simplement une action d'apprentissage et de renseignement. La connaissance est l'action d'expérimentation qui est beaucoup plus intime. Il convient de ne pas confondre ces deux modèles. Il est donc possible de savoir sans connaître, mais il est impossible de connaître sans avoir expérimenté. Autrement dit, la connaissance permet de vivre le savoir. Chacun peut expérimenter et connaître la sensation d'une information inconsciente et extérieure. Les animaux, mieux que les humains, semblent percevoir des événements à l'avance et ainsi pouvoir s'en protéger. La compréhension ou l'empathie permettent d'accéder à des niveaux de connaissance pouvant apparaître déroutantes. Le domaine d'une conscience globale apparaît plus déroutant encore. La réalité des échanges interparticulaires pourrait expliquer des possibilités d'échanges interconscience. Une particule aurait la propriété de prendre plusieurs états, plusieurs dimensions et plusieurs lieux dans un même espace-temps. S'agirait-il d'une expansion de la conscience, où chaque conscience unitaire pourrait se retrouver dans des positions et des lieux différents et éloignés, par rapport à la conception que nous connaissons de l'univers physique, sans intervention d'espace et de temps. Tout serait en communication instantanée dans notre univers. Chaque pensée serait une vibration immédiate. L'ubiquité serait la faculté d'être présent partout immédiatement. C'est aussi une constante pour les particules. Les connexions y seraient permanentes et immédiates. Leur multicomplexité leur octroierait d'infinies caractéristiques et des potentiels de connexions internes caractérisés par une simultanéité et une symbiose sur tout leur environnement. Or, les potentiels microscopiques devraient aussi se répéter dans le macroscopique. Le psychisme individuel pourrait indiquer des équivalences dans sa structure. Il suffirait de prendre en considération que chaque particule possède une conscience, pour comprendre le fonctionnement d'une conscience collective chez les cellules. Tout apparaîtrait ainsi relié et non dissociable. Une communication permanente serait alors instaurée dans la globalité du microscopique puis du macroscopique. Différentes fréquences pourraient être à l'origine de la structure des particules. Une microgravité les tiendrait éloignées les unes des autres. Ce serait un facteur rotatif qui leur induirait un effet de masse. La densité serait telle, générée par la rotation des électrons autour du noyau atomique pour lui conférer une illusion de masse. La caractéristique principale du microcosmique serait liée à ses 99,9% de vide. La matière ne représenterait que 0,1% de l'espace évalué. L'énergie est-elle une conscience ? Tout, dans l'univers physique, est représenté sous une forme énergétique. Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. Si la conscience est représentée sous une forme énergétique, cela préciserait que la conscience est indestructible. Sa représentation énergétique n'est alors qu'une expression d'elle-même. Cela précise aussi que notre représentation physique, dans cet univers physique, n'est qu'une représentation de la structure de notre conscience. Il devient peut-être plus facile de comprendre la multidimensionnalité de la conscience. Sa représentation dans le physique lui permettrait alors de connaître des périodes d'expérimentation successives. Elle lui permettrait aussi d'évoluer vers un schéma prédéterminé. Ces considérations contraignent à prendre conscience que la vision individuelle de chacun de nous ne correspond qu'à un aspect de considération qui ne correspond pas à une réalité de réalisation. Existe-t-il alors un degré supérieur de conscience ? La conscience individuelle serait-elle contrôlée par une conscience collective ou peut-être globale ? Des organisations, dites secrètes, telles que les Templiers, les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc. procéderait-elle d'une conscience collective directrice? Le nouvel ordre mondial est-il un édifice, globalisateur d'une nouvelle conscience collective? Et, ne serait-il pas une organisation dont les structures, bien qu'installées sur Terre, auraient pour origine une conscience beaucoup plus globalisatrice encore?
Agissent-ils par un simple jeu cupide ou répondent-ils à un schéma prédéterminé? Toutes les découvertes qui ne sont pas conformes avec les vérités établies et édictées sont soigneusement évincées. Le milieu scientifique est très structuré et parfaitement contrôlé. La réalité ne doit pas être transmise aux populations. Les transports d'entités au travers de notre galaxie et bien évidemment au travers d'autres galaxies ne doivent pas être divulgués. Le plus grand secret doit rester maintenu à ce sujet. Quelles seraient alors les réalités qui seraient ainsi cachées? Les investigations sur l'organisation des sociétés de l'Antiquité laissent apparaître des éléments dérangeants pour la compréhension de leurs extravagantes réalisations. Leur niveau de connaissance, notamment en matière d'astronomie, mais pas seulement, pose de singuliers problèmes. Une population terrestre hybride pourrait avoir été implantée par des sociétés extérieures à notre planète, pour y effectuer des tâches subalternes, à leur profit. À l'évidence, il n'est pas facile de faire comprendre une telle situation à des populations à qui l'on a enseigné qu'ils étaient les seuls habitants humains dans le cosmos. Cela devient encore plus compliqué quand les uns expliquent que les humains sont le résultat d'une évolution à partir d'une variété de grands singes. Mais lorsque les autres expliquent leur vérité sur la création d'un homme appelé Adam et d'une femme appelée Ève pour la réalisation de l'humanité, cela devient totalement inaudible. Il devient effectivement difficile de comprendre d'où est issue l'humanité sur cette planète. Il se pourrait que les deux thèses soient exactes si l'on prend en considération les révélations sumériennes. Il est pourtant plus facile d'imposer un diktat aux populations ignorantes des réalités. Les explications de la science ne sont pas plus convaincantes que celles des religions. Et pourtant les deux systèmes d'information déterminent l'origine humaine à partir d'une seule souche africaine. Il semble seulement évident, au reçu des informations correspondantes aux déplacements extraplanétaires, que la planète Terre ait été colonisée depuis des millénaires ainsi que toutes les autres planètes telluriques de notre système solaire ou des autres systèmes planétaires au sein des galaxies. Contrairement aux humains qui se sont habitués à vivre à la surface de la Terre, les visiteurs, provenant d'autres planètes, semblent avoir tendance à vivre dans des habitats situés dans des espaces aquatiques ou dans des espaces souterrains terrestres. Leur situation résulte peut-être d'une volonté de rester discret tout en étant efficace sur la surveillance de l'évolution des terriens. La grande vague d'apparition d'objets célestes, dont les caractéristiques de vol ne correspondaient pas à ce que nous savions faire, a été particulièrement intense dès les premiers essais d'explosion des bombes atomiques. Les installations atomiques militaires ou civiles feraient toujours l'objet d'une surveillance maximale malgré une hostilité évidente de la part des hauts responsables militaires étatiques. Cette hostilité allant jusqu'à la tentative de destruction des aéronefs devenue gênant au fil des années. Une subite évolution de notre technologie serait probablement à l'origine de la rétro-ingénierie établie d'abord à partir de la capture de ces appareils volants inconnus. Une coopération pourrait avoir ensuite été organisée avec certaines variétés d'extraterrestres accordant la compréhension de certains aspects de leur technologie avancée. Le pouvoir de ces entités n'est pas que technologique. Ils auraient également la faculté de nous contrôler tout en nous surveillant. Pourtant la discrétion, par rapport aux populations, est une réalité pour ces visiteurs qui sont installés au sein de notre planète. Il convient toutefois de comprendre que ces civilisations extérieures sont particulièrement nombreuses et aussi d'origines extrêmement diverses. Leurs apparitions-disparitions sont très déroutantes pour les observateurs. Elles peuvent varier de quelques instants à plusieurs heures, tant qu'elles ne sont pas repérées et chassées par des avions militaires cherchant soit à les intercepter soit à les détruire. Un silence le plus total est entretenu volontairement à ce sujet. Les populations n'ont pas besoin de savoir. Il convient toutefois d'être conscient qu'il apparaît particulièrement difficile de pouvoir expliquer comment fonctionnent de telles entités qu'il serait possible de côtoyer. De nombreux éminents chercheurs scientifiques sont actuellement conscients qu'il existerait plusieurs niveaux de résonance dans notre univers. Les ondes qui transmettent nos émissions de radiodiffusion ou de télévision ne nous sont pas perceptibles tant qu'elles ne sont pas décodées par un appareil de réception.
De la même façon, de nombreuses émissions de systèmes de résonance ne nous sont pas perceptibles, mais seraient utilisées par certaines entités. La conscience elle-même apparaît fonctionner selon une certaine fréquence qui est propre à chaque personne. Chaque conscience n'est accessible qu'à la personne concernée, sauf que des personnes sembleraient plus aptes à capter et à comprendre des niveaux de conscience particuliers. Certains niveaux de conscience permettraient d'expérimenter des domaines de conscience insoupçonnés et totalement incompréhensibles pour quiconque ne serait pas en mesure de pouvoir les expérimenter. Les labyrinthes de la conscience. La conscience pourrait se définir par une capacité à pouvoir s'identifier et à savoir se percevoir. Elle pourrait aussi englober une capacité à penser et à savoir se comporter en fonction des circonstances. Ce serait un modèle de perception de tout ce qui nous entoure. Elle pourrait également englober les appréhensions des expériences du vécu et du supposé vécu. La formulation d'une autre définition pourrait englober des notions de subjectivités ou de manipulation. Le terme de conscience est la plupart du temps confus et indéfini. La science en établirait 3 éléments fondamentaux. Le premier en serait son mode de vigilance. Le second en serait un développement de l'attention et des ressources mentales qui l'accompagnent. Le troisième représenterait ses facultés cognitives dont les aptitudes apparaissent difficilement qualifiables et quantifiables. Pourtant, une seule partie de nos pensées entrerait dans le champ de la conscience. La vigilance et l'attention permettraient la réalisation d'une conscience à partir de nos sens. Cependant, une sélectivité semblerait devoir s'opérer au niveau des ressources particulièrement diverses et complexes des informations reçues. Un accès à la conscience serait distinguable de l'attention et de la vigilance. La neurophysiologie permettrait de pouvoir démontrer des différences au niveau des perceptions. Un accès à la conscience suppose des éléments plus complexes à partir des expériences subjectives. Il serait envisageable que la conscience soit aussi un formidable moyen d'observation et d'expérimentation. Une autre appréhension, plus philosophique, consisterait à considérer que la conscience reposerait surtout sur l'intuition. Elle serait la source de qualités subjectives. Toute tentative de description objective de la conscience serait ainsi vaine. Le regard objectif porté sur un quelconque objet et définissant son apparence ne serait qu'un leurre. Il a déjà pu être démontré que l'apparence, qui est notre vérité, ne correspondrait pas à sa réalité moléculaire et atomique. La perception de l'environnement résulterait d'une manipulation inconsciente. Les magiciens, mais pas seulement qu'eux, sont devenus des experts dans la manipulation des perceptions. Le libre arbitre resterait une énigme, la conscience de soi en serait une autre. Une divergence fondamentale s'opérerait entre le conscient et l'inconscient. Elle reposerait essentiellement sur la subjectivité intrinsèque de toute personne et de sa propre perception des événements. L'introspection en serait l'étude de chaque conscience. La prédiction et le contrôle du comportement pourraient compléter cette définition. Les états mentaux ne seraient cependant pas identifiables, ils correspondraient à chaque personnalité. La science de la conscience apparaît difficilement envisageable. La conscience pourrait être également envisagée par son implication avec l'espace cérébral. La conscience, au niveau cérébral, permettrait une sélection des pensées les plus pertinentes pour la réalisation du quotidien. Quels seraient les mécanismes objectifs de la conscience subjective? Et où serait la transition d'une activité cérébrale de non-conscience vers une conscience? La perception des pensées et des sentiments peut-elle suffire à définir la conscience ou seulement une de ses formes? L'amalgame de plusieurs sens accordés à la conscience est synonyme de confusion. Les innombrables simulations sensorielles permanentes saturent le cerveau. La conscience en ferait-elle une sélection arbitraire? Le répertoire potentiel de la conscience pourrait simplement être exponentiel. Quelle est la valeur de l'inconscience dans la disponibilité de la conscience? Les orientations de l'attention permettraient de sélectionner les accès à la conscience. La possibilité d'isolation d'un élément parmi tant d'autres serait une conséquence des processus d'attention. Les connaissances acquises seraient un réservoir de référence où la pertinence de la conscience irait puiser.
Pourtant, les opérations de sélection attentionnelle pourraient se déterminer en dehors de la conscience. Où se situerait alors la place de la vigilance? Un état de veille, de vigilance ou d'attention ne serait que des conditions préalables d'accès à la conscience. La conscience pourrait n'être qu'un état subjectif ne pouvant se définir qu'à partir de sa perception. Il conviendrait alors de pouvoir déterminer ce qu'est la perception consciente d'une perception inconsciente. Une impérative nécessité d'acquisition de connaissances pourrait être à l'origine de la conscience et de son énigme. N'est-ce pas une énigme que la conscience d'être soi, une unité intangible parmi la multitude? La prise de conscience des particularités d'aspect de soi-même pourrait être une forme particulière d'accès à la conscience. Il est pourtant impossible de se déplacer tout en observant son déplacement. Observé et observateur étant identiques, l'observation ne peut pas se réaliser. Où se situerait alors la conscience dans ce concept de système indistinct? Cependant, la réflexion revêt toute sa pertinence puisqu'elle permet l'évaluation des informations et leur récupération inconsciente au sein d'un contenu situé dans la conscience. Les expériences fourniraient des contrastes quantifiables et sélectionnables par la conscience. Les automatismes participeraient de cette sélection des acquis de la conscience. La vision tridimensionnelle accessible à la majorité des humains, sauf déficience particulière, est le résultat d'un automatisme de correction de deux images. Il se trouve que la confrontation entre deux visions d'objets différents ne permet pas la sélection de l'une d'entre elles. Une telle confrontation apporte une vision alternative des objets. Il s'ensuit une rivalité binoculaire déterminant une manipulation de la conscience subjective. Des interprétations des entrées sensorielles seraient le résultat d'une concurrence entre les entrées possibles et leur rivalité. Cette rivalité résulterait d'une métaphore agissant par comparaisons et permettant l'accès à la conscience. La conscience imposerait un chemin d'accès résultant d'une compétition dans l'insertion des informations. Il est possible de vérifier que l'accès à l'information est particulièrement sélectif. Il n'est, par exemple, pas possible d'écouter et de lire en même temps. Une sélection se fait immédiatement au détriment de l'un des deux accès à l'information. Des effets de cécité attentionnelle provoqueraient donc la disparition d'éléments de la conscience. L'inattention induirait-elle une invisibilité de l'état de conscience? Serait-il possible que le conscient enregistre des messages à l'insu de l'attention? Une meilleure compréhension de l'inconscient permettrait de mieux comprendre le fonctionnement de la conscience. Tout ne serait pas sous le contrôle de la conscience. Une division des événements s'effectuerait entre le conscient et l'inconscient. D'autre part, une amplification de perception peut se réaliser dans l'inconscient sans qu'elle soit accessible par la conscience. Des intentions conscientes pourraient même affecter l'orientation des attentions inconscientes. Le cerveau abriterait des dispositifs inconscients d'évaluation sur les valeurs des entrées sensorielles. Un dispositif inconscient de filtrage évaluerait la pertinence des informations accessibles pour la conscience par des systèmes de valeurs. De nombreux processus mentaux pourraient s'exercer sans le recours à la conscience. La conscience transformerait les informations en symboles afin de mieux pouvoir les restituer. Le langage serait une diffusion décryptée des informations détenues par la conscience. La conscience serait indispensable aux besoins fonctionnels de tout organisme. Elle serait le schéma directeur de toute implication dans la sélection des prises de décision ainsi que dans le choix des interprétations. La conscience se comporterait comme un instrument de mesure sélectionnant l'élément essentiel parmi une multitude offerte par l'inconscient. Les processus inconscients développeraient une multitude de possibilités pendant que la conscience traiterait de ce qui lui paraît important. La conscience aurait pour premier rôle de déterminer ce qui correspond le mieux à l'efficacité par rapport à l'exponentielle. La conscience veillerait à la pertinence d'une transmission par une simplification dans la réception des données. La connaissance de plusieurs langues permet, par exemple, de mieux comprendre la détermination de la conscience dans le choix préférentiel de l'interprétation. La conscience serait un trait d'union entre le passé et l'avenir. Le temps et l'espace n'y auraient aucune implication.
Le rôle essentiel de la conscience serait d'abord d'organiser des modèles de pensée persistantes. La réflexion sur une information permet, après réflexion, d'intégrer cette information à un nouveau plan d'action. Les événements sont ainsi reliés entre eux, puis évalués pour un nouveau comportement. Par comparaison avec les modèles qui régissent l'inconscience, dont la structure serait exponentiellement décroissante, la conscience créerait des modèles de pensée durables et en permanente croissance. La conscience organiserait des réseaux de communications intergénérationnelles, en plus de ceux de la communication directe. La formulation d'une pensée à partir d'un vocabulaire en serait un des critères essentiels. La primauté de pouvoir transmettre des informations, ayant une valeur intrinsèque dans le temps, procéderait à partir des modèles de synthèse de la conscience. Elle aurait également une fonction de condensation de la connaissance acquise et qui serait ensuite perçue sous la forme de résumés. La conscience servirait aussi de stimulateur des réalités virtuelles par des représentations mentales des unes par rapport aux autres. La conscience serait-elle un sanctuaire impénétrable à toute forme d'investigation d'autrui? Cela n'est pas certain. Il est déjà possible de détecter les activités neuronales pouvant démontrer des fonctions de recherche dans le conscient. Il aurait été démontré que des événements étudiés étaient en relation directe avec des modalités du fonctionnement de la conscience. La perception du fonctionnement de la conscience serait comparable à la propagation d'une onde dont le déclenchement, lui, serait identifiable. Le comportement collectif de grands ensembles neuronaux pourrait en donner une explication par la mise en place d'activités globales dans un embrasement généralisé. La conscience ressemblerait à une transition de phase à l'intérieur d'une dynamique des réseaux cérébraux. Des changements brutaux dans l'activité cérébrale traduiraient des accès d'information vers la conscience. Des marqueurs physiologiques permettraient d'identifier l'activité de la conscience. L'activité de la conscience devrait pouvoir être vérifiable en dehors de tout stimuli physique. Le fonctionnement de la conscience pourrait être comparé à un programme informatique appelé programme d'exploitation, servant à organiser le fonctionnement d'un ordinateur, en fonction des nécessités propres à chaque personne, par l'interférence des applications utiles et appropriées. Elle utilise aussi un système de stockage des informations qui reste disponible à tout instant. Elle met, bien évidemment, en œuvre des facultés de classement et de recherche. Certaines maladies altèrent les circuits neuronaux. Certains accidents annulent les relations du cerveau avec les fonctions corporelles. Il semblerait pourtant que la conscience, même si elle ne peut plus se révéler, puisse continuer à fonctionner. La suppression totale des connexions du corps avec le cerveau n'empêcherait pas la synthèse fonctionnelle de la conscience. Chaque atome, chaque molécule, chaque cellule a ses fonctions qui correspondent à l'organisation du physique. La conscience procède de la pensée et de l'esprit. Son rôle est celui de la coordination du physique. L'un peut-il se passer de l'autre? La conscience serait-elle totalement autonome? L'immatérialité de la conscience pourrait peut-être s'expliquer par la mécanique quantique qui modifierait la probabilité des événements. Seule, la cohérence quantique pourrait-elle permettre d'expliciter le libre arbitre dont la conscience, à partir de ses facultés de traitement des hypothèses, apparaît pourvue? Une science de la conscience permettra peut-être de répondre à cette question. Du quantique à la conscience? Comment peut-il être possible de concevoir la conscience à partir de l'étude quantique de la matière? La théorie de la relativité générale et celle de la mécanique quantique semblent être deux théories permettant d'expliquer l'univers physique, mais qui apparaissent incompatibles entre elles, a priori. Pourtant elles pourraient être unifiées à partir des nouvelles conceptions théoriques que sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. La synthèse de ces deux théories pourrait permettre une meilleure compréhension de leurs implications dans la conception fondamentale de l'organisation de notre univers. La théorie des cordes préciserait que la matière, dans l'univers physique, serait le résultat des vibrations de la texture de l'espace. Les équations mathématiques, dans ces études, ont inclus la nécessité d'y ajouter 6 dimensions à l'espace pour pouvoir en expliquer ces mécanismes.
C'est là la seule façon qui aurait permis d'expliciter l'indéterminisme quantique de l'univers. La gravité quantique à boucle, quant à elle, définirait qu'il n'y aurait pas la nécessité d'ajouter des dimensions à l'espace, mais qu'il faut, au contraire, lui octroyer 6 degrés de vibration, afin d'être en mesure d'en expliquer ces mécanismes. Dans l'immédiat, la physique a donc besoin d'ajouter 6 degrés de liberté supplémentaires de vibration de cet espace, pour pouvoir expliquer la structure infiniment petite de la matière. Dans ces concepts, il ne serait plus possible de prendre le temps en référence. Cela impliquerait donc la prise en considération d'une vibration simultanée d'un temps illusoire. Cela impliquerait aussi l'étude des trajectoires multiples dans le temps, sans aucune prise en compte du présent. Le passé et le futur se trouveraient alors indéterminés et accessibles selon le modèle de volonté utilisé. En fait, ce sont les ondes gravitationnelles qui permettraient d'appréhender l'état vibratoire de l'espace-temps. Cette déduction permettrait de mieux concevoir le pouvoir de la conscience sur le devenir de chaque entité. Il en découlerait que la conscience réduirait les effets de la gravitation quantique du cerveau, appelé état quantique. La conscience serait ainsi liée aux vibrations de l'espace en action dans le cerveau. Il y aurait donc un état de cohérence quantique dans les microtubules, des réseaux de connexion entre les neurones du cerveau. La déduction logique de ces études résiderait dans le fait que la réalité ne se construirait pas dans le temps, la réalité changerait en permanence dans le futur. Cette particularité, appelée ligne temporelle, suggère que toutes les cohérences seraient ainsi accessibles à partir de la gravité quantique. Les changements se trouvant sous le contrôle des intentions apparaîtraient donc dictés par la conscience. Le phénomène de la conscience serait ainsi relié aux fluctuations quantico-gravitationnelles de l'espace. La conscience pourrait alors être définie comme étant composée de 3 zones. Une zone énergétique, une zone spatiale et une zone spectrale. Dit en d'autres termes, il y aurait la volonté, le mental et l'émotion. Dit encore en d'autres termes, il y aurait l'identité, la pensée et les sentiments. Or, il s'avère que pour pouvoir caractériser les vibrations quantico-gravitationnelles, il conviendrait de prendre en considération 6 degrés de liberté. C'est justement parce que la conscience interagirait avec la matière, qu'il serait alors plus facile de comprendre que tout, dans l'espace, ne serait qu'information. La réalité n'est pas ce que nous percevons et c'est une évidence, nos sens étant beaucoup trop limités. Ce que nous percevons n'est seulement que ce que nous admettons comme étant notre vérité. Il convient donc d'établir une corrélation entre l'esprit et la matière. Il convient encore, à cet instant, de comprendre que l'action décidée influe sur le comportement des éléments voisins. La pratique du jeu d'échecs illustre parfaitement cette constance. Le changement de position d'un élément, dans le jeu d'échecs, fait varier la valeur intrinsèque de tous les autres éléments du jeu de façon irréversible et temporelle. Il ne s'agit pas seulement des valeurs attribuées à chacune des pièces situées sur l'échiquier, mais de leur valeur stratégique. Cette notion permet de comprendre la possibilité du libre arbitre décisionnel aboutissant à un apprentissage totalement incompatible avec une notion de connexion consciente. Évidemment, puisqu'une connexion consciente permettrait l'accès à une mémoire du futur. La mémoire du futur n'est donc pas compatible avec l'apprentissage. Cela suggère la notion d'une évolution nécessaire de la conscience. Ici, intervient une autre notion, celle du subconscient qui sert de guidage. Cela implique également l'intervention d'un inconscient, lié à la matière et d'un autre lié à l'espace-temps. Selon de telles déductions, la conscience aurait un accès aux sources d'information globales spirituelles, à la matière de l'espace-temps et aux sources d'apprentissage. Le tout étant assorti d'un système de guidage qui est le subconscient et un système de pilotage qui est le conscient. Cette situation permettrait de mieux comprendre l'impérative nécessité d'évolution de la conscience, à partir des expérimentations physiques. Toutes les possibilités de vie et de vie multiples deviendraient alors envisageables.
Il conviendrait maintenant de comprendre la nécessité de la conscience à aboutir à un modèle d'objectif prédéfini, à partir du vécu à établir. Les pouvoirs de l'esprit seraient supposés intervenir sur les pouvoirs du mental, mais à condition d'être exercés à partir du présent. La connexion de l'esprit en liaison avec le futur, représentée par les chaînes de causalité, n'étant pas accessible dans le présent. Le futur immédiat, lui, peut être déjà stabilisé dans des champs événementiels, prédéfinis par les chaînes de causalité. La matière, selon cette approche, serait une cristallisation de la conscience. Cela signifie que l'esprit dirige la matière puisqu'il la créerait. La temporalité permettrait ensuite l'action du libre arbitre. Les algorithmes actuellement réalisés à partir des équations mathématiques pourraient permettre l'accès à des niveaux de connaissance sur les incidences esprit-matière incommensurables. Il apparaît prépondérant de pouvoir expliquer que la conscience a besoin de phases répétitives d'existence dans le physique pour pouvoir évoluer, sur le plan individuel de l'unité, mais aussi sur le plan global des collectivités d'unité. Cette découverte des algorithmes appliqués implique l'introduction de nouveaux concepts tels que la métempsychose, apparaissant nécessaire et sans doute indispensable à l'évolution de chaque conscience. Dans ces nouveaux schémas algorithmiques, le temps n'a plus la valeur momentanée que la société humaine est contrainte, jusque-là, de lui attribuer. Le présent perd son identité sur la permanence de la conscience de soi, au profit d'une mixité d'un passé futur difficile à appréhender, à notre niveau, cartésien, de compréhension. En conséquence, il devient impératif de reconsidérer cette notion particulière que nous avons de comprendre le temps. Le temps ne peut pas être comparé à un écoulement, à la façon d'un fleuve, par exemple. Il faudrait pouvoir, pour cela, lui attribuer des propriétés que l'on ignore. Si nous représentions un axe des temps par une ligne infinie, tous les instants de ce temps coexisteraient dans un même présent. Or, la réalité nous montre que ces instants ne peuvent pas coexister étant donné qu'ils correspondent à des instants successifs. Vouloir représenter le temps ainsi contraint à le spatialiser. Cette appréhension du temps ne peut expliciter comment la ligne du temps se construit. S'agirait-il d'un instant parcourant la trajectoire de l'éternité, ou serait-ce seulement l'instant présent qui existe, dont la durée serait nulle? Cette hypothèse pose la question de savoir si le futur existerait déjà dans l'avenir ou pas du tout. La succession des instants présents permet-elle de faire exister des instants futurs? La question se pose alors de vouloir comprendre pourquoi il nous est impossible de demeurer dans le même instant du présent. L'expansion constatée de l'univers nous contraint pourtant à prendre en considération l'existence matérialisée du temps. Ne serait-ce pas notre conscience, qui par nécessité intrinsèque, temporaliserait l'univers? Comment un état successif pourrait-il alors produire un état juxtaposé? Y aurait-il un moteur du temps? Auquel cas serait-il physique, objectif, subjectif ou simplement élaboré par la conscience, peut-être par illusion? S'agirait-il donc de la conscience qui nous temporaliserait dans l'univers ou s'agirait-il d'un élément dans l'univers physique? Dans les deux cas, la conscience envelopperait le présent de sa proximité, compte tenu d'une persistance du passé et de la conception du futur. Cette perspective est parfaitement illustrée par la succession des notes de musique où la note précédente est retenue par la note présente qui, elle-même, se répercute dans la suivante. Il y aurait ainsi une alliance entre le passé et le futur, établie par le présent, perçu. Aucune mélodie ne serait audible sans ce type d'alliance. Il s'agirait en fait de la conscience qui permettrait l'existence de ce modèle de compréhension du temps. Les instants seraient donc ordonnés en flux continu par la conscience. C'est cette particularité de la conscience qui nous autorise de devoir prendre en considération l'existence d'un cours du temps. La représentation du temps serait, de ce point de vue, la perception du passage liant le passé, le présent et le futur dans un même environnement. Autrement dit, la conscience détermine-t-elle le cours du temps ou celui-ci a-t-il sa propre autonomie, indépendamment de la conscience? Il devient indispensable de bien appréhender les valeurs intrinsèques que nous accordons au temps.
À titre d'exemple, le présent est un instant totalement insaisissable ni mesurable. Il est représenté par une durée incalculable puisqu'il est immédiatement dans le passé d'une part et dans le futur d'autre part. La conclusion de son inexistence physique est logique même si elle nous apparaît incompréhensible. Le présent qui est le nôtre n'a rien d'universel. Il convient d'en déduire qu'un instant ne peut être considéré comme présent que lorsqu'il nous fait référence. Rien ne peut définir les instants précédents de ceux qui suivent et inversement, sauf à notre conscience qui va considérer un instant comme présent. Chaque définition du temps est, a été et sera présente. Le temps n'apparaît alors qu'en un simple ordre dans l'antérieur et le postérieur n'apparaîtrait qu'en un ordre purement psychologique. Autrement dit, le temps ne serait qu'illusion. La réalité ne serait ainsi qu'une succession d'événements temporels. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.